tous et à toutes. Quelques mots pour expliquer un peu ce qu'il y a derrière d'abord le terme d'expert en santé au travail ou d'expertise en santé au travail. Et puis après, je vous dirai un peu à partir de ce qu'on fait, de ce qu'on voit dans les entreprises, les choses qu'on peut en tirer, et sur la situation actuelle, et sur les éventuels outils ou l'arme que constitue l'expertise, et enfin ce que les ordonnances Macron nous préparent dans la continuité ou dans la droite ligne de ce qu'avait fait avant lui, sous le quinquennat de François Hollande, les lois Rebsamen et El Khomri notamment. Donc d'abord deux mots sur qui je suis. Alors je ne suis pas formellement expert, hein. L'entité qui est expert en santé au travail, c'est le cabinet, c'est pas l'intervenant. Moi, pour de vrai, entre guillemets, au début j'étais prof de philo, puis j'ai basculé, quitté la fonction publique d'État, puisque c'est comme ça que ça s'appelait, pour faire de la sociologie du travail. Donc en vrai, entre guillemets, ce que je fais au quotidien, c'est de la sociologie du travail, dans le cadre d'expertise CHSCT. Alors je vais essayer de vous en dire deux mots pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est. Et au sein d'un petit cabinet qui s'appelle donc Aptéis, peu importe, il y a une soixantaine, 70, peut-être un peu plus maintenant, cabinets d'expertise qui font des expertises CHSCT, c'est-à-dire qui ont un agrément du ministère du Travail. Alors l'expertise CHSCT, c'est cette particularité qui autorise les représentants du personnel au CHSCT à faire appel à quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise, qui a des compétences en analyse du travail, sur des situations de modification de conditions de travail ou de risque professionnel. Donc on a des compétences qui sont au service des représentants du personnel et qui sont en quelque sorte contrôlées et validées par le ministère du Travail dans le cadre d'un agrément qui nous autorise à réaliser ces interventions. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on intervient. On fait au niveau du cabinet, donc on est 9. Alors la petite particularité de notre cabinet, c'est qu'on est organisé en scope. Ceux qui se moquent de nous de façon amicale disent qu'on est un soviet, parce qu'en fait on est tous co-associés, co-salariés, donc il n'y a pas de chef en vrai à Aptéis. Et on intervient toujours à deux, on intervient toujours sur une intervention en même temps, et on s'efforce de faire voilà, du mieux qu'on peut ce pourquoi les représentants du personnel nous ont sollicité. Donc en gros, rappeler, mais comme Jean-Louis et Gérald l'ont fait avant moi, dans le contexte de l'expertise, la chose la plus importante, qui est une sorte de pilier absolu du Code du travail auquel on peut encore se raccrocher, parce que malgré les ordonnances, on va encore avoir ça, ce fameux principe de responsabilité de l'employeur, qui est inscrit dans les principes généraux de prévention et qui est, entre autres, l'article L41-21-2 à 5 du Code du travail, qui non seulement dit que l'employeur doit prendre les mesures pour que la santé des salariés soit préservée, mais surtout qui décline ce principe de responsabilité dans un certain nombre de devoirs qu'a l'employeur. Alors bien sûr, c'est difficile de traduire un employeur en justice en disant qu'il n'a pas respecté les principes de prévention, mais enfin, néanmoins, ça donne le cadre dans lequel l'expertise a lieu et dans lequel on peut, du coup, contraindre parfois les employeurs à faire un peu autrement que comme ils le voudraient si on les laissait faire tout au long. Concrètement, cette mission de responsabilité, elle se joue en partie, ou elle se jouait en partie, tant qu'ils existaient, devant les CHSCT. Le principe de responsabilité de l'employeur consistait à indiquer qu'à partir du moment où, à imposer qu'à partir du moment où l'employeur était informé de situations de risque professionnel auxquelles les salariés étaient exposés, il se devait, sinon sa responsabilité se trouvait engagée, notamment dans le cadre de la faute, ce qu'on appelle la faute inexcusable. S'il ne voulait pas que sa responsabilité soit engagée, il devait prendre des mesures pour que les risques que les représentants du personnel avaient éventuellement soulevés soit mieux prévenu ou soit même carrément supprimé, puisque le principe numéro 1 de la responsabilité qui est décliné dans ces principes généraux de prévention, c'est d'éviter les risques. Alors concrètement, pour faire tout ça, le CHSCT avait des moyens ou a toujours des moyens et des outils, des prérogatives. Je ne vais pas revenir sur le fonctionnement du CHSCT, je vais m'attarder sur le cas de l'expertise. Donc il y a deux cas d'expertise qui sont entre les mains des représentants du personnel au CHSCT. L'expertise dite pour projet important, donc là on est dans le cas où l'employeur, lorsqu'il modifie les conditions de travail des représentants des salariés, doit consulter le CHSCT pour solliciter de leur part donc un avis sur le dit projet ou sur la dite organisation. Ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle machine, un nouvel outil, ça peut être une réorganisation, la fusion de services, ça peut être un plan de sauvegarde de l'emploi, parce que c'est comme ça que ça s'appelle quand on licencie des gens, mais c'est toujours des projets qui vont modifier les conditions de travail des salariés pour lesquels
les salariés, enfin les représentants du personnel ont la possibilité, ou l'employeur a le devoir de solliciter leur avis. Et en gros, avant de donner cet avis, ils peuvent dire, bah, nous, comme la chose est compliquée, comme on n'est pas très sûr de ce qui va nous arriver, déménagement, un nouvel outil, une nouvelle machine, on n'est pas très bien informé de ce que pourraient être ses conséquences, on va demander à un expert extérieur de nous aider à formuler un avis et éventuellement de proposer d'autres changements, des améliorations, de recommander d'autres modes d'organisation pour que la santé des salariés soit un peu mieux préservée. Donc ça, c'est le cas numéro 1, c'est ce qu'on appelle le projet important. Donc dans ces conditions-là, on intervient, je dis un cabinet d'expertise avec une équipe d'intervenants intervient sur le terrain, réalise une expertise, je vais venir dans quelques instants sur comment ça se passe, et produit un rapport qui remet aux représentants du personnel et à l'employeur, où, toujours avec ce petit paysage derrière de la responsabilité de l'employeur, dans ce rapport, il dit comment se passe le travail, comment il va se passer si on met en place le projet dans les conditions qu'a prévu l'employeur, et une fois qu'on a un peu compris comment il va se passer, quels éventuels risques professionnels, présents ou futurs, auxquels les salariés vont se trouver exposés. Donc ça, c'est pour la première série de premiers types d'expertise, qui concerne en gros les 3/4 des expertises CHSCT aujourd'hui. Alors c'est un peu difficile, hein, il y a 22 000 CHSCT en France à peu près, et on considère qu'il y a aujourd'hui un peu plus de entre 1000 et 1500 expertises CHSCT par an. Alors c'est difficile d'avoir des chiffres parce que le ministère du Travail n'en donne pas beaucoup. La dernière fois qu'il en a donné, c'était en 2014 à ma connaissance, et on était à 1400 expertises par an. C'est un chiffre qui est en constante augmentation, alors ce qui explique ce qu'avait dit Gérald au tout début, hein, que non seulement le CHSCT les ennuie, mais qu'aussi les cabinets d'expertise les ennuient, parce que, c'est ce que je n'ai pas encore dit, toujours sous le simple motif que on est sur des enjeux de santé et de sécurité au travail, c'est la responsabilité de l'employeur que de préserver la santé et la sécurité au travail. Donc on a cette particularité que c'est les représentants du personnel qui demandent l'expertise, c'est eux qui la choisissent. Le ministère du Travail donne un agrément aux experts ou au cabinet d'expertise, mais c'est l'employeur qui paye. Et comme c'est lui qui paye, il n'a pas très envie de voir venir des gens qui viennent lui dire ce qui ne fait pas bien, ce qui surtout va engager sa responsabilité de demain, ce qui va éventuellement pouvoir conduire à des représentants du personnel ou des salariés à engager des poursuites contre lui. Donc on est rarement dans une situation où l'employeur est très heureux de voir les experts arriver. Le deuxième cas d'expertise, j'ai pas démarré le chronomètre, donc évidemment ça va être compliqué pour le temps. On est à combien ? 12. Le deuxième cas d'expertise, c'est l'expertise pour risque grave. Donc c'est celle qui concerne les situations où les représentants du personnel constatent un risque ou une série de facteurs de risque auxquels les salariés sont exposés. Alors ça peut être à l'occasion d'un accident du travail, ça peut être parce qu'ils constatent un surcroît de certaines maladies professionnelles liées à des situations de travail. Et puis ça peut être tout simplement une situation de risque que les représentants du personnel constatent en disant nous on a bien l'impression que dans telle situation de travail, dans tel service, on a des salariés qui sont de plus en plus exposés à ce type de risque. Pour être tout à fait concret, dans 80% des cas des expertises pour risque grave aujourd'hui, on a affaire à ce qu'on appelle des risques psychosociaux. Alors, je reviens dans quelques instants à ce que sont les risques psychosociaux, mais donc on n'attend pas qu'il y ait un salarié qui ait fait une tentative de suicide, on n'attend pas qu'on ait la moitié du service en dépression, en procédure de harcèlement pour s'apercevoir qu'il y a des risques psychosociaux. L'idée, c'est quand même que les représentants du personnel ne jouent leur rôle qu'à partir du moment où, effectivement, constatant des situations de risque ou d'exposition de plus en plus lourdes ou fréquentes, ils estiment qu'il est temps de mettre l'employeur devant ses responsabilités et soit parce que l'employeur met un peu de mal ou a un peu de mal et met un peu de temps à constater ce risque et à faire des choses, soit parce que carrément il est dans un déni qui consiste à dire mais non tout va bien, les gens vont très bien. Il appartient aux représentants du personnel de pouvoir solliciter un cabinet ou une expertise. Alors concrètement, une expertise, comment ça se passe ? Je disais que c'est l'employeur qui paye, ça ne fait pas toute l'intervention. Hein. Le principe, c'est que le cabinet d'expertise d'abord s'entretient ou discute avec les représentants du personnel qui sont ses commanditaires. Donc c'est une configuration un peu spéciale. Hein. On est prestataire de l'employeur, mais nos commanditaires, c'est-à-dire ceux qui commandent, hein, ceux qui décident de ce qu'on va faire, de comment on va le faire, des conditions dans lesquelles on va le faire, des salariés qu'on va rencontrer, c'est les représentants du personnel. Donc on discute avec eux pour définir un périmètre de l'expertise, et puis définir un périmètre de l'expertise, ça veut dire qu'on fait 3 choses. Premièrement, on consulte des documents, tous les documents qu'on peut demander à l'employeur, il est censé nous les fournir.
Deuxièmement, on fait des entretiens. Alors Jean-Louis a fait allusion quand il disait qu'est-ce qu'on fait quand on va demander à un salarié ce qu'il fait dans son travail. L'idée, c'est de comprendre ce que sont les situations de travail et ce que sont les situations d'exposition à des risques professionnels. Et donc c'est ça qu'on fait dans des entretiens qui durent en gros 1h30 quand il s'agit d'entretiens individuels, 3 heures, 3h30 quand c'est des entretiens collectifs, parce qu'on fait aussi beaucoup d'entretiens collectifs. Le principe, c'est d'avoir des salariés d'un même métier, d'un même service ou d'une même équipe, et j'ai envie de dire, de les faire discuter ensemble, presque un peu plus que nous de les interroger, sur ce que sont leurs situations de travail et leur métier. Et je vous assure qu'en 3 heures, 3h30 de temps, alors évidemment moyennant les petites formations qu'on a nous et les façons qu'on peut avoir d'orienter comme ça nous paraît utile les échanges, on arrive à savoir assez vite beaucoup de choses sur ce que sont les conditions de travail réelles des salariés, et y compris bien sûr, et c'est ça souvent qui fait notre force face à l'employeur, de savoir des choses que l'employeur ne sait pas. Parce que l'employeur, il a une vision du travail qui est celle que lui prescrit, que lui organise, mais qui n'est pas forcément très en phase avec ce que sont les réalités des situations de travail des salariés sur le terrain. J'ai dit 3 choses, des documents, des entretiens. La troisième chose, c'est qu'on fait des observations de situations de travail. Donc ça, c'est souvent la partie des ergonomes, parce qu'il y a des ergonomes dans les équipes des cabinets d'expertise, qui consiste à aller très concrètement observer la façon dont se déroule le travail. Si on est dans le travail de quelqu'un qui passe son temps en voiture à être représentant commercial et aller voir des clients, on l'accompagne, on va avec lui. Si on est dans un hôpital et qu'il s'agit de personnel soignant, on va avec eux, on met une blouse et on les accompagne dans leur travail au quotidien. Si c'est quelqu'un qui est comptable derrière un écran et qui passe sa journée avec des applicatifs divers et variés, puis à aller imprimer des choses et à aller s'entretenir avec ses collègues, on passe la journée avec lui pour comprendre les conditions dans lesquelles il travaille. Et ces observations, elles viennent compléter tout ce qu'on a recueilli en quelque sorte en entretien. La fin d'une expertise, c'est, une fois qu'on a fait ces opérations de terrain, c'est de réaliser un rapport écrit dans lequel on fait 3 choses qui sont très particulières à l'expertise CHSCT. La première, c'est qu'on parle du travail. Le principe de l'expertise, c'est d'analyser le travail. C'est de faire savoir à l'employeur, puisque c'est essentiellement lui qui est destinataire du rapport et de ce qu'il y a dedans, de faire savoir à l'employeur ce que sont les conditions réelles de travail des salariés. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'à partir de ce qu'on dit sur ce travail et sur ces conditions réelles d'exercice du travail, c'est d'identifier des risques. Soit des risques présents si on est dans le cas de l'expertise risque grave, soit des risques à venir, enfin présents et à venir dans le cadre d'un projet important. Et puis la troisième chose, c'est que, et c'est là notre casquette d'expertise en quelque sorte, sachant qu'on a vu des risques, on fait à l'employeur des recommandations ou des préconisations sur ce que nous on estime nécessaire pour améliorer, toujours dans le cadre, si vous vous souvenez bien de mon paysage du début, des principes généraux de prévention, des conditions dans lesquelles on pourrait éviter les risques, mettre en place des protections collectives pour les salariés, au pire, si on ne trouve pas de protection collective, d'envisager aussi des protections individuelles, et d'améliorer par toutes les mesures de prévention auxquelles nous on peut songer quand on a analysé le travail, d'améliorer les conditions de travail des salariés. Alors, très rapidement sur les grandes choses, je vais essayer de pas... Combien de temps il reste juste? Pas de... Pardon. 5 minutes. 5 minutes, c'est bien. Quelques grands principes de l'analyse du travail pour que vous ayez ça en tête, pour que vous puissiez un tout petit peu voir de quoi il s'agit concrètement. Concrètement, en gros, on peut dire que l'expertise fait 3 choses, que l'analyse du travail consiste en 3 choses. La première, c'est de repartir de cette distinction, qui est très importante, qui vient de l'ergonomie, qui est la distinction entre le travail prescrit et le travail réel. Le principe, c'est de comprendre ce qu'est la réalité des conditions de travail d'un salarié, et en particulier l'écart qu'il y a entre ce qu'on lui prescrit, c'est-à-dire ce qu'il y a dans sa fiche de poste. Vous avez tous normalement, théoriquement, des choses qui sont ce que vous dites faire votre employeur. Alors, je ne sais pas si vous êtes secrétaire administratif, on vous dit c'est faire des comptes rendus de réunion, écrire des courriers, s'occuper de l'organisation de telle partie de l'équipe ou du service, etc. Puis ça, c'est ce qui est écrit sur une fiche de poste. Mais en fait, quand on regarde la façon dont se déroule une journée de travail de 8 heures, les 15 lignes qu'il y a dans la fiche de poste ne correspondent à peu près à rien ou ne disent à peu près rien de ce qui est effectivement en train de se dérouler dans les situations de travail auxquelles vous vous trouvez confronté. Et donc le principe de l'expertise, c'est de l'analyse du travail en général, mais que vous pouvez faire quand vous faites une enquête du CHSCT de votre côté de la même façon. C'est pour ça que nous, on aime bien essayer de rendre le plus simple possible ce que sont ces principes d'analyse du travail. Donc c'est premièrement de comprendre l'écart qu'il y a entre le prescrit et le réel. Cet écart, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous amène à la deuxième chose, la deuxième grande partie qu'on va essayer de mettre au jour dans le cadre de l'analyse du travail,
c'est ce qu'on appelle le rapport subjectif au travail. Pour combler en quelque sorte l'écart qu'il y a entre le réel et le prescrit, les travailleurs, les salariés font des efforts, mettent de leur personne en quelque sorte dans leur situation de travail pour faire que ça marche. Vous savez, on a coutume de dire que si jamais les salariés ne font que ce qui est écrit dans leur fiche de poste, ça porte un nom, qui fait que pendant un temps, quand on était dans le monde industriel, les voitures ne sortaient pas des usines, ça s'appelait la grève du zèle, ça s'appelle toujours. La grève du zèle, c'est quand les salariés font tout ce qu'on leur demande, mais rien que ce qu'on leur demande. Et quand il faut rien que ce qu'on leur demande, il n'y a plus rien qui sort des usines, il n'y a plus de paye qui sort à la fin du mois, il n'y a plus de voitures qui sortent à la fin de la chaîne, parce que quand les salariés font que ce qu'on leur demande, il n'y a plus de travail possible. Le travail, il consiste pour l'essentiel justement dans ce que les salariés font ou mettent d'eux-mêmes pour faire en sorte que les choses se passent. Vous savez, pour faire en sorte que ça se passe quand même. Le petit truc qu'on va faire, le petit mail qu'on va faire en plus pour être sûr que le client qu'on a relancé 3 fois va effectivement bien apporter le truc le jour où il faut que ça marche parce qu'on a téléphoné à tel endroit. Ça, c'est jamais écrit dans la fiche de poste. Et c'est pourtant à ça qu'on passe nos journées, c'est-à-dire à faire en sorte que les choses se déroulent comme elles se déroulent pour que le travail se réalise effectivement. Et bien toutes ces tâches qu'on fait en quelque sorte en plus que ce qui nous est prescrit, c'est ça qu'on appelle le travail réel. Et ces tâches-là, elles reposent sur un engagement subjectif au travail du salarié, qui est absolument crucial parce que c'est ça qui donne tout son sens au travail. Et donc aller voir ce que les salariés mettent d'eux-mêmes dans le travail, c'est aussi comprendre que dans cet engagement subjectif qui est le leur, ils vont notamment en retour attendre quelque chose de ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance, ou l'attente de reconnaissance, ou la demande de reconnaissance des travailleurs. Alors c'est un peu plus qu'un salaire, bien sûr, en attente de tout ça, on aimerait bien avoir un salaire et un savoir digne de ce nom, pas de fausse dissimulation de ce côté-là, mais aussi on attend que l'organisation, la hiérarchie, la direction prennent en compte ces choses-là pour que ces efforts qui sont réalisés soient aussi en retour l'objet de reconnaissance et de valorisation. Et puis la troisième grande dimension du travail, c'est la dimension collective, c'est-à-dire le fait que le travail, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Et que pour que le travail se réalise, même quand on croit être tout seul dans son travail, en fait on travaille toujours à plusieurs, on travaille toujours avec d'autres, on parle avec les autres au travail, et que les conditions dans lesquelles ces situations collectives de travail se jouent ou se déjouent, se font ou se défont, la façon dont les collectifs de travail existent, se pérennisent et se renforcent, ou au contraire, et soutiennent les salariés dans leurs activités, ou au contraire la façon dont ils se défont et se désagrègent, merci, sont cruciaux pour comprendre les éventuelles situations d'exposition. Et donc au travers de ces trois dimensions, l'écart entre le réel et le prescrit, les situations d'engagement subjectif et de reconnaissance qui les accompagnent, et les dimensions collectives du travail, on va trouver des interstices dans lesquels vont venir se loger des situations de difficulté, de mal-être, de souffrance, et de choses qui vont petit à petit s'accumuler sous une forme ou sous une autre, en donnant lieu à des situations de risque professionnel. Je vais aller très vite sur ce qui nous attend, en gros, ce que préparent les ordonnances, qui ne sont pas encore tout à fait en œuvre ou en place, mais en gros, dire 3-4 choses sur ce que les ordonnances préparent pour les expertises CHSCT. Vous avez bien compris qu'on a affaire à un patronat qui, depuis des années, au début c'était pas beaucoup des expertises, hein, Gérald a expliqué que les CHSCT ont commencé à se mettre en place en 82, l'expertise a commencé à avoir lieu à partir du début des années 90, les premières expertises ont en fait eu lieu à la fin des années 90, et les choses sont montées en puissance jusque dans les années 2000, 2010 et aujourd'hui, pour donner quelque chose qui est un genre de poil à gratter du patronat. Premièrement, rappelez qu'il y a dans les ordonnances des dispositions gravissimes qui sont l'inversion de la hiérarchie des normes et la remise en cause du principe de faveur, la barémisation des indemnités de licenciement ou la supposée fusion des IRP, toute chose qu'on nous fait croire comme déterminante dans le cadre de la lutte contre le chômage et qui n'a de fait pas beaucoup de rapport, qui a simplement une ligne de force qui consiste à, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit, empêcher que soit mise en lumière un certain nombre de situations de rapport de force du monde du travail, et notamment en matière de santé au travail. Ça va s'arrêter bientôt. Du point de vue des institutions représentatives du personnel, la chose la plus grave, c'est effectivement la disparition du CHSCT. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance,
C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence.